Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes extrêmement nombreux à venir écouter Claire Desmoires-Poirier pour son livre sur l'exode urbain. Elle va nous témoigner de son expérience, elle qui a quitté la ville pour le sud de la Bretagne. De temps en temps, Claire disparaît, elle réapparaît. On va espérer que cette petite mésaventure technique va pas trop perdurer. Claire, est-ce qu'au moins tu nous entends? Oui, je vous entends. Bon. Bonsoir, je ne sais pas si vous me voyez et que vous m'entendez, mais Pour on va l'instant, essayer on de ne faire te en sorte. voit pas. Donc, on va commencer comme ça. On espère que la vidéo va revenir. Claire, on va pas se mentir, on se connaît puisque nous avons d'abord été voisins de stand sur un salon. Nous sommes voisins en Bretagne. Tu nous as invités gentiment à faire une conférence Kaizen dans ton salon de thé. Et puis, nous fréquentons par ailleurs à travers Kaizen et notamment aussi à travers Terre Vivante et sa directrice Brigitte. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de questions qui vont être posées. Peut-être d'abord te présenter qui tu es, d'où tu viens et où tu habites aujourd'hui précisément, Claire. Donc, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant, mais Oui, on te voit. euh, alors, je m'appelle Claire Desmarpoirier, je suis installée à Sixte-sur-Arve, donc c'est au sud de l'Ille-et-Vilaine. Je produis dans ce petit village des pratiques médicinales en agriculture biologique, une marque d'infusion qui s'appelle et on a un café-librairie dans lequel je me trouve aujourd'hui, mais si les lieux semblables, nous sommes fermés actuellement, qui nous permet en temps habituel d'accueillir le public et de partager notre passion des plantes et un petit peu du message qu'on porte ici sur une voie de vie simple et engagée. Voilà. D'accord. Avant d'engager la conversation, Claire, je vais présenter à toutes les auditrices et tous les éditeurs qui sont là Marie, qui est en charge de la communication chez Kaizen et qui va jouer le rôle de modérateur. Donc, elle va noter toutes vos questions. Elle va me les renvoyer par un système J'entends très très facile. sophistiqué. Donc, bonjour Marie. Et donc, Bonjour. tu seras la voix des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent. On compte sur Oui, toi pour noter les questions les plus pertinentes. ça marche. Et donc, c'est moi qui réponds à vos questions aussi en direct dans le chat. Donc, il y en a certaines qu'on remontera. On pourra peut-être pas remonter toutes les questions. Mais en tout cas, vous aurez aussi des réponses directement par écrit. Alors, Claire, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer les bénéfices dont tu tires aujourd'hui de ce changement de vie, de vivre à la campagne à Six, comme tu l'as expliqué? Ça fait combien de temps que tu vis et quels sont les bénéfices dont tu en tires pour toi et ta famille? Alors, je vois que a priori, les gens n'entendent pas très bien, donc je vais essayer de parler tranquillement pour que ce soit le plus clair possible. On a peut-être vécu la fracture numérique, je ne sais pas, parce que j'ai fait un live il n'y a pas très longtemps et ça marchait très bien, enfin tout à l'heure en l'occurrence. Alors, moi, le bénéfice que je tire, c'est essentiellement une qualité de vie que j'aurais jamais pu avoir dans l'autre vie, dans ma vie que j'avais avant. Une qualité de vie au travail, mais aussi une qualité de vie au quotidien, parce que bien sûr, dans la vie paysanne, la vie professionnelle, la vie perso ne sont pas dissociées. C'est du libre, c'est un rapport au vivant, au cycle des saisons qui est totalement différent. C'est un rapport humain qui est beaucoup plus qualitatif, avec du temps pour soi, pour les autres. Voilà, ça, je pense que c'est quand même assez. Tu peux juste nous préciser quelle était ta vie d'avant, justement, avant de faire cet exode en Bretagne? Alors, je tente de couper la vidéo parce que je vois que c'est très compliqué, de s'entendre. Alors, donc tu me posais la question de ma vie d'avant. Voilà, où tu vivais avant et comment tu vivais avant? Donc, avant, je vivais à Lille. Je vivais à Lille et je travaillais dans la communication politique. Et j'ai quitté la ville il y a 10 ans maintenant. Donc, j'avais une vie urbaine. J'étais même assez engagée en ville. J'étais conseillère de quartier. Voilà, j'avais une vie plutôt classique avec un boulot de cadre, donc avec une intensité de travail assez importante et avec beaucoup de déplacements professionnels. Donc, dans le, je me retrouvais assez peu dans le quotidien que j'avais en fait. À la fois, je portais des choses sur le papier qui étaient assez en cohérence avec les valeurs qui m'animaient, et à la fois dans mon quotidien, ça marchait pas du tout. Et du coup, j'avais vraiment
senti cette nécessité à la fois de changer de vie et aussi de changer de lieu d'implantation. J'ai rencontré Adrien et on a fait ce choix. On a vraiment sauté le pas du jour au lendemain. Finalement, quand on a trouvé cette ferme, on se connaissait depuis pas très longtemps, on était ensemble depuis à peine 6 mois. Et on a vraiment plongé et on regrette absolument pas notre choix. Évidemment, 10 ans après, la vie nous a plutôt donné raison. Mais voilà, du coup, il y a eu un virage de vie assez radical quand même. Et alors justement, tu abordes une question importante tout de suite, c'est le lieu. Donc tu dis que tu as trouvé cette ferme en Bretagne Sud. Comment tu conseillerais les gens qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir, pour choisir le lieu quand on quitte une grande ville telle que Lille, Paris, Bordeaux? Je vois qu'il y a des gens dans de nombreuses villes françaises. Le gros enjeu, en fait, c'est de trouver un espace dans lequel on va pouvoir s'ancrer, faire une vie. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que on ne peut pas. Pour moi, l'exode urbain, en tout cas, ça n'est pas qu'une question de cadre de vie. Je vois beaucoup de reportages sur des gens qui cherchent un jardin, mais sauf qu'en fait, la question, c'est pas seulement celle du cadre de vie. Changer d'endroit où on s'implante, c'est aussi changer fondamentalement son mode de vie. Et c'est ça, l'exode urbain, c'est faire le choix d'une nouvelle implantation pour changer de mode de vie. Donc à ce titre-là, je pense qu'effectivement, il faut être capable de trouver un espace qui nous correspond. Alors ça peut être un village ou une ville moyenne où on peut garder ce lien à la nature, un espace qui est à échelle humaine, où on peut agir sur son quotidien, où on voit quand on veut qu'une décision soit prise ou quand on veut participer les effets de ce qu'on va faire, où on crée du lien, où on apprend à connaître les gens et vous apprennent à vous connaître. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Surtout, moi, je veux pas rentrer dans les logiques que sont celles qu'on impose aux élus ruraux aujourd'hui, celle du marketing territorial, un peu où il faudrait cocher des cases pour pouvoir trouver un espace qui nous correspond. Alors, il faudrait qu'il y ait tel service, que ce soit comme ci, que ce soit comme ça, etc. Je pense que ce que je vois, en tout cas, dans les projets d'implantation de néo-ruraux qui marchent bien, c'est plutôt des gens qui ont eu un coup de cœur pour un lieu ou qui sont revenus par attachement pour une histoire familiale, même si elle est parfois très lointaine, ou qui aiment un paysage, où il y a une rencontre avec des gens. Et puis, à partir de là, ils vont construire, réfléchir aux services qui ne sont pas pourvus et auxquels eux, ils pourraient éventuellement répondre, réfléchir à la manière d'organiser leur vie en fonction des contraintes qui sont forcément différentes et nouvelles, proposer des choses nouvelles quand elles ont la possibilité de trouver leur place dans un espace. Et pour moi, c'est plutôt ça l'enjeu, c'est de trouver un espace qui peut être un espace d'accueil au sens le plus large possible. Je pense que l'idée de la ville côtière ou du sud de la France a fait son temps aussi, parce que l'héliotropisme, c'était un des gros enjeux des néo-ruraux des années 70-80. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a une prise de risque très forte à aller s'installer dans des territoires qui sont concernés assez fortement, notamment par les questions de la sécheresse et des orages intenses. Donc en fait, il y a aussi des nouveaux territoires qui vont tirer leur épingle du jeu, des territoires qu'on ne pensait pas accueillants, entre guillemets, avec des idées assez préconçues là-dessus, et qui deviennent des nouveaux espaces d'opportunité et d'implantation pour des gens qui ont envie de mettre un pied à la campagne. Alors j'ai bien entendu qu'il n'y avait pas de plan défini pour choisir son lieu, mais est-ce qu'il y a quand même peut-être des petites recettes qu'on pourrait donner aux gens? Est-ce qu'il est préférable de louer? Vous avez directement acheté, tu l'as dit, ou est-ce qu'on peut venir chez des cousins, des amis qu'on connaîtrait pour essayer de ressentir sur un temps long l'ambiance, les saisons, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu conseillerais pour appréhender un lieu et le choisir? Parce que c'est quand même pas rien de quitter une grande ville et de s'installer en milieu plus rural. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique. À ce titre-là, quand on me demande des conseils, je dis toujours que ceux qu'on m'a donnés, je ne les ai pas écoutés. Donc, c'est quand même un peu compliqué d'en donner à mon tour. Mais il y a des gens qui sont faits pour le grand plongeon et d'autres pour qui ce n'est pas le cas. Effectivement, trouver un bien à la location, le temps de trouver un espace qui nous correspond vraiment, bah, ça peut être un truc bien. Mais des biens à la location dans les territoires ruraux, il n'y en a pas toujours des quantités astronomiques. Donc, voilà, il y a une question là-dessus qui se pose. Après, il y a des dispositifs de logements sociaux qui peuvent être sollicités et qui parfois ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas suffisamment de demandes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher sur des solutions intermédiaires qui peuvent être aussi apportées par des dispositifs sociaux pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens.
il y a quand même il y a quand même des solutions différentes qui sont possibles. Mais oui, avoir un sas intermédiaire, mais la ville moyenne, ça peut être aussi un sas. C'est-à-dire que justement, quand on va choisir déjà de quitter la grande ville dans laquelle on va choisir un territoire d'implantation parce qu'on sait qu'on y a un réseau amical ou familial, ou que culturellement c'est un espace qui nous plaît, ou que en termes de mode de vie, de paysage ou d'agriculture, il y a quelque chose qui nous convient. Et puis, une fois qu'on est plus proche de l'espace qu'on va vouloir où on va vouloir s'implanter, on va pouvoir affiner encore les recherches et trouver un lieu qui nous correspond vraiment. Sachant que ça peut prendre du temps, en fait, parce que c'est compliqué de trouver un bien. Là, je vois, est-ce qu'on a acheté sans apport? Mais oui, nous, on n'avait aucun moyen. C'est-à-dire qu'on n'avait vraiment aucun moyen. Alors après, on n'était pas dans les mêmes conditions économiques qu'aujourd'hui. Je ne sais pas où en sont les banques par rapport aux prêts à des personnes qui avaient notre profil, c'est-à-dire on était tous les deux à l'époque sans emploi. Enfin, moi, j'avais quitté mon boulot et on n'avait pas d'apport et on avait très peu de moyens. Mais on était des primo-accédants sur un bien qui avait pas une valeur économique très importante. Et donc, du coup, à ce titre-là, on nous avait prêté de l'argent. Enfin, la banque avait signé. Bon, nos parents étaient garants, hein, mais je veux dire, on nous a pas demandé des garanties délirantes non plus. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais il y a quand même beaucoup de solutions qui sont possibles, ne serait-ce que l'acquisition d'un terrain ou d'un espace intermédiaire pour avoir un habitat léger pendant une période avant de trouver un lieu qui soit peut-être plus en dur, quoi. D'accord. Tu parles d'habitat léger. Est-ce que l'habitat groupé, l'éco-village, l'éco-hameau, les oasis, t'appelles ça comme tu veux, sont des solutions qui permettraient de faciliter cet exode? Je pense que surtout, c'est important de démystifier ce que c'est l'exode urbain, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement ou l'installation agricole ou l'installation en maison solo, isolée, en dehors d'un bourg. C'est-à-dire qu'en fait, dans un village, il y a des maisons dans le bourg, donc on peut aussi habiter dans le village si on a peur d'être seul ou si on n'a pas envie d'avoir une maison indépendante, quoi. On a la possibilité évidemment d'avoir de l'habitat collectif avec un enjeu beaucoup plus fort et à mon avis beaucoup plus chouette, c'est que en ville, l'habitat collectif est souvent contraint. On est en colocation parce qu'on n'a pas les moyens d'habiter seul. Alors que si on fait le choix à la campagne de l'habitat collectif, c'est plutôt parce qu'on a l'appétence de vivre en construisant du commun. Donc c'est aussi des projets qui souvent ont une énergie qui est quand même un peu plus chouette et avec des modes d'habiter qui peuvent être très différents, avec évidemment la possibilité de retaper du bâti ancien pour en faire un lieu collectif, avec la possibilité de construire en dur, en neuf, en écomatériaux, avec la possibilité d'avoir des habitats légers, d'avoir des habitats mobiles. Donc voilà, on a quand même plein de solutions à notre disposition et une capacité d'innovation quand même beaucoup plus grande qu'il y a 10 ans, notamment avec des dispositifs de loi qui le permettent, quoi. Donc oui, c'est quand même, à mon avis, en tout cas, les écolieux, les éco-hameaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas aussi, on peut partager le lieu de vie, mais on peut partager aussi des espaces communs. On peut avoir des petites maisons ensemble dans un hameau, puis avoir un espace de commun pour le travail ou pour monter des projets associatifs ou pour voilà. Donc il y a aussi plein de manières de concevoir le collectif dans ces schémas-là. Très bien. Tu l'as évoqué très rapidement dans une précédente réponse, c'est le réchauffement climatique. Est-ce que l'exode urbain peut répondre à la crise climatique qu'on risque d'avoir sans parler d'effondrement? Est-ce que c'est une solution de quitter la ville pour mieux vivre à la campagne? Ah bah moi, c'est même l'essence du message que je porte aujourd'hui. C'est-à-dire que l'exode urbain, c'est certes un choix très intime, très personnel de où est-ce que je vais me poser, comment se construit ma vie, quel est le rythme de vie qui me convient. Donc, c'est des questions qui sont très intimes et qui résonnent dans le perso. Mais c'est aussi un choix de vie, un choix de société qui a la possibilité de changer la donne fondamentalement par rapport à la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. À la fois sur le volet de la crise économique, parce qu'évidemment, les villes, elles sont de plus en plus exclusives et que la qualité de vie en ville nécessite un niveau de revenu qui fait qu'il y a très peu de gens, en fait, qui peuvent vivre bien en ville, ce qui n'est pas le cas à la campagne, c'est clair. Et puis surtout que nos modes de vie dans les zones rurales ont une empreinte écologique et un rapport au vivant qui n'est pas du tout le même. Alors j'entends beaucoup de critiques sur le fait de dire oui, mais si les gens vont vivre à la campagne, alors en fait ça va faire plus de déplacements et donc du coup ça aura une empreinte écologique plus grande. Non, en fait le gros enjeu de ça, c'est comment est-ce qu'on calcule et comment est-ce qu'on observe l'empreinte. La réalité, c'est que pour l'instant, l'exode urbain tel qu'il a été constaté, c'est en fait la métropolisation. C'est le fait que les gens ils quittent le centre-ville parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils vont se mettre en périphérie, mais ils gardent le boulot, les habitudes
d'avant, et donc ils augmentent leurs déplacements, ils augmentent leur empreinte écologique, il y a la nécessité d'avoir plusieurs véhicules, donc en fait, en termes de contraintes de vie, c'est très élevé, et en termes d'impact écologique, c'est pas bon. L'enjeu pour nous et pour moi, et ce que je défends, c'est pas d'aller à la campagne en zone périphérique de zone urbaine pour continuer à alimenter la ville, mais c'est de construire dans les territoires et donc de changer fondamentalement de mode de vie avec un rapport à la consommation, au déplacement, aux loisirs, à la culture qui va changer fondamentalement, qui va vraiment changer. Et donc, des manières de faire et des manières de vivre où l'autonomie et l'entraide prennent beaucoup plus de place et où du coup, on vit dans sa communauté et nécessairement, on réduit à la fois ses besoins et aussi son empreinte. Alors justement, en termes d'empreinte, Marie a une question, je pense, par rapport à l'habitat léger, peut-être faire écho de cette question de la communauté, Marie? Tout à fait. Alors, Je n'entends pas Marie, moi. Est-ce que tu m'entends, Claire? Allô, allô? Ah, alors je vais poser peut-être la question à Claire qui n'entend pas Marie. À bientôt, Marie. Donc, Claire, on a une question sur l'habitat léger, justement, l'empreinte écologique. Est-ce qu'il existe des dispositifs de loi qui permettent l'habitat léger? Alors, la loi Duflot a changé la donne sur la possibilité d'installer des habitats mobiles ou légers temporaires sur des terrains agricoles ou sur des terrains à bâtir. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais je pense que de toute façon, il y a un travail d'accompagnement de l'exode urbain à faire, notamment pour éviter l'artificialisation, qui est un enjeu super fort aujourd'hui, pour prioriser la rénovation du patrimoine bâti, où on a dans les villages un délabrement accéléré du patrimoine bâti avec la construction de maisons qui ont un impact déliant. Enfin, nous, on voit dans les villages déjà des maisons des années 70 qui sont détruites pour être reconstruites par d'autres pavillons parce que la durée de vie de ces habitats est médiocre et que leur efficience énergétique est aussi catastrophique. Donc, bien sûr qu'il y a des choses à penser là-dessus et il faudra se battre pour être accompagné, pour que les moyens soient mis, à la fois pour la possibilité, pour celles et ceux qui le souhaitent, de vivre sur d'autres modes d'habitat que les habitats traditionnels, mais aussi sur la possibilité d'être accompagné sur la rénovation de ce patrimoine pour faire des biens durables qui survivent à plusieurs générations et qui maintiennent aussi des savoir-faire dans les territoires. Parce que le patrimoine bâti, c'est aussi un patrimoine de savoir-faire sur la pierre, sur la terre, sur la charpente, sur les toitures, qui permettent de valoriser ce patrimoine et puis de faire de l'emploi local, non délocalisable surtout, qualifié, et donc de changer aussi des dynamiques de territoire par ce biais-là. Et alors, on nous pose la question, notamment Clément, qui dit comment gérer le rapport à la voiture à la campagne pour pas justement reprendre l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, de pas trop polluer quand on habite à la campagne. Est-ce que toi, qui habites, pour le connaître, en zone très rurale, tu as une réflexion sur cette utilisation de la voiture? C'est-à-dire que le gros enjeu de l'utilisation de la voiture, c'est pourquoi on la prend. Pourquoi est-ce qu'on prend la voiture? Pourquoi est-ce que moi je vois quand même des gens qui arrivent de la ville avec des desiderata de maintenir les enfants dans 3 activités périscolaires, d'avoir des boulots qui sont éloignés de l'habitat, d'avoir des rapports à la consommation où on va faire les courses 2, 3, 4 fois par semaine. Évidemment, le gros enjeu, c'est que si on continue à vivre comme en ville, on se déplace beaucoup plus. Il faut accueillir qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a d'autres pratiques, que la culture elle est vécue différemment, de manière plus partagée, de manière plus active que consommée. Oui, ça change la vie. Oui, ça change fondamentalement la vie. Et après, la dépendance à la voiture, franchement, j'en parle dans le livre avec le témoignage d'Anne-Gaëlle et Eddy. Anne-Gaëlle et Eddy, ils vivent dans le centre-bourg de mon village. Ils sont arrivés de Paris à 6 ans avec un seul enfant. Ils en ont eu une deuxième. Ils n'ont pas le permis, ils n'ont pas de véhicule. Et en fait, ils se débrouillent très bien sans. Alors qu'il n'y a pas de supermarché dans notre village, qu'il y a quelques services médicaux, mais pas tout, et que la maternité, c'était pas la porte à côté. Hein. Donc voilà, la question, c'est aussi quel est le rapport à la voiture, le véhicule individuel, c'est récent en fait. Et cette logique d'immédiateté, de j'ai besoin de quelque chose tout de suite, donc je vais me déplacer, je vais aller à la ville pour l'acheter. Voilà, effectivement, ça dépend des contraintes professionnelles, ça dépend de plein de choses, mais je pense que, en tout cas, si on est prêt à bouger les lignes, on peut vraiment avoir une qualité de vie sans voiture. Et après, encore, ça dépend où on s'installe.
Parce que évidemment, quand on est dans un hameau isolé en haute montagne, ou quand on est dans le bourg d'un village comme le mien, où il y a quand même une boulangerie, une école, et donc une base de services pourvus qui fait qu'on n'a pas forcément la nécessité de bouger tout le temps, en fait, du coup, le véhicule, il devient un outil de rencontre et de partage, où on mutualise des trajets qui seraient faits de toute façon. Anne-Gaëlle et Eddy, par exemple, ils ont 2-3 personnes sur qui ils peuvent compter pour aller faire les courses, qui de toute façon, ils vont 2 fois par semaine. Donc ça veut dire que presque un jour sur 2, ils ont la possibilité d'aller au supermarché s'ils le veulent, mais ils s'organisent pour pas en avoir besoin. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi reconsidérer la notion de besoin et d'immédiateté, de besoin, de nécessité et d'organisation de la vie quotidienne face à immédiateté, envie. Et ça, c'est plutôt des logiques urbaines, en fait. Et pour finir la thématique du lieu, il y a Emma qui pose une question un peu à côté, mais qui me semble importante pour l'habitat collectif en hameau ou l'habitat groupé, sur le mode de gouvernance. Est-ce que tu as quelques indices ou quelques conseils, même si le mot conseil, j'ai bien entendu, c'est pas ton fort, sur la gouvernance quand on décide d'habiter en collectif en hameau? Alors là, je suis assez mal placée pour le dire parce que nous, on n'a pas fait ce choix-là. Je pense qu'il y a plein de modes d'expérimentation qui sont mis en place. Bon, évidemment, les aides ont été un peu précurseurs là-dedans, mais après, il y a plein d'outils. La bascule a travaillé là-dessus aussi, chez nous en Bretagne. Je pense qu'il faut explorer de ce côté-là. L'idéal, quand on veut mettre en place un dispositif collectif, c'est d'aller rencontrer d'autres personnes qui l'ont fait, de partager les expériences, de partager les approches. Il y a de la méthodologie là-dessus. Les Allemands sont quand même très en avance, donc il y a un peu de bibliographie de ce côté-là. Et puis sinon, il y a la possibilité d'aller chercher plutôt en partage d'expérience avec d'autres collectifs, et puis de voir un peu à quel collectif vous vous sentez plus ressembler, parce qu'il y a plein de manières de faire qui sont différentes. Et après, oui, il y a des formations à la gouvernance collective, à la prise de décision en groupe, qui peuvent accompagner ça, des outils de CNV. Voilà, il y a plein de choses à la disposition des gens qui ont envie de faire Et ce choix, quoi. notamment un très beau hors-série sur les oasis de chez Kaizen. Je fais mon Michel Drucker. Exactement. Une dernière question un peu technique de Maureen. Est-ce qu'on peut acheter un terrain agricole et y mettre un habitat léger? Alors oui, aujourd'hui, c'est possible, mais ça reste encore compliqué par rapport à certaines mairies, quoi. Donc là, c'était l'essence de la loi Duflot, qui a été un peu cassée par Manuel Valls, mais dont il reste quand même quelques bribes. Mais il y a encore des mairies où c'est la jurisprudence qui va jouer, quoi. Donc c'est important aussi de savoir où on met les pieds. Enfin, nous, on a rencontré les élus avant de visiter la ferme. Ils n'ont pas trop compris pourquoi, hein. Ils nous disaient, mais vous n'avez pas encore visité et vous venez nous voir. Ben oui, mais on savait qu'avec un projet alternatif, la nécessité d'avoir le soutien des locaux, c'était important parce qu'on sait qu'on va toujours être un peu à la limite. Nous, on a fait le choix, par exemple, d'être un établissement recevant du public avec des toilettes sèches. Et ben, il fallait une dérogation du SPAN, que c'est compliqué, c'est fastidieux, ça demande d'aller voir plusieurs élus. Donc, si on n'avait pas eu le soutien de notre mairie, ça aurait été très compliqué. Et si la mairie avait été contre, ça aurait été encore plus compliqué. Donc oui, effectivement, sur ces projets-là, qui sont un peu alternatifs par rapport à un modèle traditionnel, c'est intéressant d'aller se renseigner. Et après, sur la question du terrain agricole, si vous êtes agriculteur, vous avez la possibilité de créer votre siège d'exploitation et quel qu'en soit le format, de toute façon, vous avez le droit de déclarer un siège d'exploitation sur votre espace agricole. Mais pour ça, il faut avoir le statut Alors, agricole. on va quitter la question du lieu pour aller vers l'activité professionnelle et j'ai tout de suite une question importante, je trouve, de Bruno. Est-ce que finalement, c'est pas le virage professionnel qui est prioritaire et primordial dans le choix de l'exode que tu as fait et comme tu l'as pu le dire avec ce choix alternatif? Le choix Oui, le professionnel. choix professionnel. Est-ce que c'est pas d'abord changer de boulot, comme tu l'as dit, tu étais dans un parti politique, si j'ai bien retenu, et c'est d'abord le virage professionnel qui prime avant le choix du lieu, en fait. C'est d'abord un changement de vie Bah, professionnelle. je pense, ça dépend en fait. Oui et non, c'est-à-dire que nous, on a fait ce choix-là. Il y a pas mal de gens qui sont assez visibilisés sur ces projets semblables, des projets artisans, paysans, avec des virages de vie assez radicaux. Mais en vrai, il y a aussi la possibilité de ne pas changer de boulot. Le truc, c'est que sûrement, on va changer la manière de le faire. Le télétravail qui se généralise aujourd'hui, ça permet de lever quand même pas mal de blocage. Il y a aussi des outils de bureaux partagés, d'espaces collectifs qui permettent
de maintenir une activité pour des gens qui sont indépendants, par exemple, de transférer tranquillement un fichier client urbain vers de la clientèle plus locale, je ne sais pas, si on est graphiste, si on est comptable, si on est, je ne sais pas, voilà, enfin, tout genre de profession où on accompagne d'autres professionnels en business to business. Après, évidemment, on a besoin de tous les métiers en zone rurale. Ce qui est paradoxal, c'est que les gens pensent qu'on va venir vivre à la campagne pour être agriculteur. Mais l'agriculture, c'est 10% de l'emploi rural. C'est rien du tout. Et aujourd'hui, on a plus d'emplois par actif en zone rurale qu'on en a en zone urbaine. La question, c'est que c'est pas les mêmes emplois. Donc oui, ça veut dire que souvent, on va perdre en revenus, mais on va aussi souvent gagner en qualité de vie et souvent gagner en utilité sociale, parce que la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait dans son boulot. Alors oui, accepter un poste peut-être un peu moins capé, mais qui permet de s'épanouir, d'avoir du temps pour soi, pour les autres, d'être utile à l'entreprise ou à la collectivité à laquelle on va apporter sa compétence, c'est pas le même rapport à l'emploi, c'est certain. Mais on a besoin de tous les boulots, hein. On a besoin des profs, on a besoin justement, je disais, des comptables, on a besoin évidemment surtout des métiers de la santé en urgence absolue. On a besoin enfin surtout on a besoin des énergies qui vont avec ces savoir-faire, quoi. Donc voilà, pour moi le virage professionnel n'est pas une nécessité dans l'exode urbain, mais souvent, quand on fait un virage de vie, on se pose la question quand même, mais c'est l'occasion de le Alors, faire peut-être que aussi. tu dois rassurer les auditrices et les auditeurs. On a notamment Lucie, Bastien, Carole, Amandine qui disent le seul frein aujourd'hui pour quitter la ville est le frein professionnel. J'ai quitté la campagne pour aller faire mes études en ville et maintenant, je ne me sens plus de faire marche arrière. Alors, il y a deux choses. Là-dedans, il y a la barrière psychologique, c'est-à-dire que oui, on dit à beaucoup de jeunes ruraux, et j'en ai fait partie, que pour réussir, il faut être en ville. Pour avoir un bon métier, pour avoir une bonne vie, pour avoir un bon salaire, il faut être en ville. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, le marché de l'emploi, il est en train de s'exploser. On a une ubérisation, une précarisation, y compris des postes qualifiés, des emplois de cadre, qui étaient peut-être moins le cas avant. Et puis, franchement, moi, je fais partie de la génération, j'ai été diplômée en 2008, donc je fais partie d'une génération de la crise. Moi, ma génération, on proposait des stages jusqu'à 27 ans, même quand t'es bac+5. Moi, j'ai quand même une énorme inquiétude par rapport aux gens qui vont entrer aujourd'hui sur le marché du travail pour les 10 années à venir. L'enjeu, il est énorme. Donc, effectivement, il y a sûrement des gens aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle des insiders, c'est-à-dire qui ont des situations professionnelles qui sont enviables et qui se disent il y a une prise de risque à quitter cet espace. Mais je m'interroge vraiment sur combien de temps ces situations professionnelles vont rester enviables, combien de temps la ville maintiendra le niveau d'emploi qu'elle offre maintenant et le niveau de revenu aussi, avec les garanties sociales qui vont avec. Et puis, la question se pose aussi de ce que peut offrir la campagne de l'autre côté, à la fois en opportunités entrepreneuriales, mais aussi en autre manière de vivre l'emploi, dans des formats coopératifs, dans des formats de convergence d'intérêts, avec des manières innovantes de s'organiser. Et là-dessus, je pense que ça peut faire bouger les lignes et rassurer, et rassurer les gens qui voudraient partir. Mais c'est aussi à nous de le construire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément aux ruraux de dérouler des tapis rouges. C'est aussi aux urbains de se poser la question de comment ils sont capables de s'ancrer et de mener des dynamiques entrepreneuriales ou juste économiques dans les territoires. Mais ça pose la question de la formation pour s'adapter en territoire, justement. Notamment, je pense à tout ce qui est lié à l'agriculture, au maraîchage et à la permaculture, peut-être. Alors, maraîchage, permaculture, mais tout, hein. C'est-à-dire que, en fait, là, quand on arrive sur un territoire et qu'on veut changer de vie professionnelle, on a deux options. Soit on se dit, moi, j'ai une passion dans la vie et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc, effectivement, on va se former en fonction de ça. Soit on peut aussi regarder quel est le besoin et se dire, est-ce que j'ai cette compétence? Et si je ne l'ai pas, est-ce que je peux l'acquérir? Et à ce titre-là, évidemment, la formation, elle est importante. Mais je pense que la formation dans un parcours professionnel, elle est importante à quelque étape qu'on soit. Et c'est l'opportunité, effectivement, soit de faire un virage complet, soit d'exercer la même activité, mais de l'exercer autrement. Et je pense que c'est ça aussi que peut apporter cette étape de vie, Et quoi. alors, on a une question très précise d'Aurélie qui dit, faut-il une formation, une déclaration en tant qu'agriculteur pour acheter un terrain agricole? Alors non, ça n'est pas nécessaire, mais par contre, vous ne serez pas prioritaire si vous n'avez pas de capacité agricole et de projet d'installation Quand tu dis formalisé. prioritaire, c'est prioritaire par rapport Donc, à si quoi? Par personne... rapport à qui?
Alors, prioritaire par rapport à l'attribution des terres par un organisme qui s'appelle la SAFER, parce qu'on n'achète pas un bien agricole comme on achète un bien personnel. On achète un bien agricole en passant par un organisme qui s'appelle la SAFER et qui va attribuer la ferme au mieux-disant selon un certain nombre de critères qui sont de plus en plus obscurs et parfois pas très honnêtes. C'est-à-dire qu'on voit quand même beaucoup de projets alternatifs qui ont envie de se monter et des terres qui sont censées aller à l'installation et à la création d'emplois et qui vont à l'agrandissement de très grosses fermes industrielles. Donc ce sujet-là n'est pas tout à fait réglé. Mais oui, donc la question, elle est, on peut se positionner, mais on n'est pas prioritaire. Un agriculteur professionnel sera prioritaire sur l'achat des terres et quelqu'un qui et ensuite il y aura un classement entre les gens qui ont des projets agricoles sur la capacité à créer de l'emploi, à installer des jeunes, à voilà. Et après il y a aussi tous les problèmes en fonction des régions comme la Bretagne où on est, où il y a des tensions très fortes sur le foncier, où ces règles-là théoriques sont parfois pas très bien respectées et où ça crée des tensions très fortes sur les candidats à l'installation, entre les candidats à l'installation et les locaux qui sont sur des modèles industriels qui ont besoin de surface. Tu l'as dit rapidement tout à l'heure, 10% de l'emploi en zone rurale est lié à l'agriculture. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour changer de modèle et sortir de l'agriculture intensive? Et je vais compléter la question de Pascal Le pour dire, est-ce que à l'ère du réchauffement climatique, est-ce qu'il n'y a pas urgence à ce que les gens sortent des villes pour justement retravailler la terre? Si, moi, je pense que c'est même quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que de toute façon, il y a un agriculteur sur deux qui part à la retraite dans les 10 années à venir. C'est un enjeu essentiel. Et je voyais passer un message qui disait qu'il y a 70% de la population au début du siècle, enfin au début du XXe, qui était agricole. C'est un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'autonomie. C'est-à-dire que pour réduire notre empreinte écologique, pour faire face à la crise climatique, pour s'adapter par rapport à tous ces changements, il faut qu'on gagne en autonomie. Et pour qu'on gagne en autonomie, il faut qu'on soit nombreux à reprendre le chemin de la Terre, soit dans une perspective vivrière, soit dans une perspective professionnelle liée à une activité qui permettrait de vendre ses produits sur des marchés, enfin des marchés quels qu'ils soient d'ailleurs, marché de plein air ou marché économique. Mais la question se pose réellement. On a une injonction à le faire, d'autant que c'est l'autonomie alimentaire de notre pays qui est en jeu, c'est notre capacité à vivre à l'avenir. On l'a vu pendant la crise, le premier confinement, hein, l'autonomie alimentaire sur des produits qu'on pensait de base et absolument pas possible de vivre des ruptures. Eh ben, ça faisait la queue devant les supermarchés pour avoir de la farine, quoi. Je pense que, enfin, en tout cas pour des copains qui ont connu, notamment un ami qui a grandi en ex-URSS, qui a connu ces périodes-là quand il était enfant, puisque bah voilà, hein, c'était que dans les années 90, hein, la chute du mur et la réunification après. Et il dit bah voilà, moi quand j'étais enfant, on faisait ça, on faisait la queue pour des denrées alimentaires essentielles, et puis c'était normal, quoi. Et en fait, il dit, bah, quand je l'expliquais aux gens, ils pouvaient pas le comprendre, ils pouvaient pas le croire. Maintenant, ils le perçoivent et donc ils sont capables de changer leur regard. Je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel dans notre rapport à l'alimentation et à ce qu'on tire de la terre et à la manière dont l'agriculture est un segment essentiel et stratégique de la manière dont on peut Mais concevoir est-ce qu'il n'y a l'avenir, en pas, fait. comme le dit tout à l'heure Lucie, Bastien, Carole et Amandine, un espèce de blocage intérieur, je ne sais pas s'il est spirituel, psychologique ou personnel, mais on nous a poussé à faire des études pendant des années et finalement revenir au travail de la terre a un côté parfois pour certains d'une marche en arrière personnelle. Comment on dépasse ce frein psychologique? Et ben c'est ça l'enjeu de l'exode urbain aujourd'hui, c'est que c'est un enjeu culturel. C'est que c'est pas, c'est exactement ce qui est dit à la fin du Covid. On a dit qu'il faut renverser l'échelle de valeur. Il faut se dire que finalement, trader, c'est pas une condition enviable et c'est pas utile. Et peut-être que paysan ou infirmière, c'est mieux. Et ben voilà, en fait, il faut apporter de la rétribution symbolique, apporter, pouvoir être fier de soi. Et c'est un renversement fondamental. C'est-à-dire que quand j'appelle, donc moi je parle de ruralité positive, mais le terme que j'utilise, c'est la traduction d'un terme que j'aime à utiliser, qui est celui de la rural pride. Parce qu'aujourd'hui, on vit sur le résultat de centaines d'années de domination de la ville, de la cité sur les espaces ruraux.
Parce que depuis l'Antiquité, le citoyen, c'est celui qui vit dans la cité, qui a des droits et qui décide politiquement, qui fait des choix pour les autres. Et le rural, c'est le serf, c'est celui qui subit et c'est celui qui est dans une position qui est la position la plus basse de l'échelon social. Et être capable de dire qu'on peut avoir une fierté à vivre simplement du produit de la terre, à la travailler, à avoir ce lien avec le vivant, que c'est quelque chose d'essentiel pour soi et que c'est quelque chose d'essentiel pour le corps social et pour le reste du groupe et de la communauté, ça c'est un renversement culturel essentiel. Et je pense que c'est aussi cette question qui se pose de l'injonction qu'on avait quand on est né enfant, de dire si tu quittes la campagne, tu réussiras pas ta vie. Et que finalement, faut partir à la ville pour réussir. Ce qui veut dire aussi que ceux qui restent, ils sont face à une situation terrible en fait, parce que en gros, on leur dit soit vous gardez le lien à votre communauté, votre ancrage, vos amis, votre réseau, mais vous renoncez à une carrière, mais du coup vous avez ce socle-là qui va vous réconforter. Soit vous quittez ça, on brise ce lien et ça implique une souffrance, mais vous allez réussir votre vie. Mais comment on peut réussir sa vie sans amour et sans la chaleur de ses proches et tout ça. Alors, évidemment, quand on s'est embrouillé avec sa famille, on est content de se tirer, mais je veux dire, il y a quand même des tas de gens voilà, pour moi, c'est le truc, la dernière phrase du journal de Into the Wild. Il dit « Happiness is real only when you share ». Le bonheur, la joie n'est vrai que quand tu peux le partager. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on peut proposer un modèle ou en tout cas un imaginaire ou une projection où on peut réussir sa vie à la campagne, où on peut porter des messages, écrire, construire une carrière, faire grandir une famille. Et ça, c'est un message d'espoir à la fois pour les ruraux, parce que c'est un renversement réel de cette domination de la ville sur la campagne, et un message aussi pour les urbains de se dire non, en fait, on voit aujourd'hui, il y a 57% des urbains. C'est pas aujourd'hui, c'est avant la crise. Il y avait un sondage IFOP qui disait 57% des urbains rêvent de quitter la ville et 81% considèrent que la vie rurale est un mode de vie rêvé. Donc ça veut dire que les gens vivent en ville sans en avoir le choix. Et c'est quand même incroyable de se dire ça. On ne choisit pas l'endroit où on vit, l'endroit où on pose ses valises, l'endroit où on construit sa famille. C'est quand même un truc, en fait, c'est quand même un truc terrible. Donc se dire qu'on a la possibilité de créer un modèle où on va pouvoir choisir, et une fois encore, moi je ne considère pas que tout le monde doit quitter la ville. Hein. Je considère simplement que ceux qui le souhaitent devraient pouvoir avoir la possibilité de le faire, devraient pouvoir se dire je peux réussir ma vie. Alors justement, tu le verbalises très bien, mais est-ce que ça implique pas un changement de vision politique de la nation, comme le dit Bruno, et d'accélérer la décentralisation, notamment d'un point de vue régional et départemental, avec une vraie autonomie? Alors je ne sais pas si on peut s'approcher des Länder allemands, mais en tout cas que les régions soient plus autonomes, et peut-être nous parler rapidement de ton engagement politique, Claire? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis profondément fédéraliste. Je pense qu'on doit créer des assemblées et des espaces de décision qui sont liés à l'ancrage territorial, parce que la réalité de mon territoire n'est pas celle de l'autre bout de la France et que c'est un état de fait, et que même si on partage, il y a plein de communs, et la décision doit être prise au plus près de celles et ceux qui vivent les conséquences de cette décision politique. Donc, et c'est d'ailleurs ça aujourd'hui qui oriente mon retour dans le champ politique. Parce que du coup, pendant 10 ans, ici, on a construit notre oasis. On est très fiers de ce qu'on a pu réussir, de cette ferme, de ce café, d'accueillir des gens, on a mis le curseur où on voulait, on a fait la propriété collective des terres et des bâtis parce que c'était important pour nous, la propriété collective des moyens de production. Donc, on est 126 propriétaires de la ferme. On est en gouvernance coopérative, on a un café qui est en gestion associative. On est en agriculture biologique. On a mis les curseurs où on voulait pour se sentir bien et en cohérence. Et c'est super agréable et c'est génial. Mais on voit quand même que au-delà de notre oasis, autour, le désert gagne, quoi. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix de revenir dans le champ politique pour ça. Donc, je vais mener la liste écolo pour les régionales en Bretagne l'année prochaine.
et pour porter aussi cette question de l'égalité des territoires et d'un message d'espoir pour nos territoires, parce que le pays de Redon où je suis, c'est un territoire qui est désindustrialisé, où il y a des problématiques sociales assez fortes et où c'est difficile de porter un message d'espoir. Et j'ai envie de ça. J'ai envie de pouvoir aller porter ce message auprès des gens voilà, qui m'ont offert la chance de pouvoir réaliser ce rêve, parce que ce territoire nous a accueillis, il nous a dessiné, il nous a remodelé et voilà, il nous a intégrés au sens total, quoi. Et c'est pour ça qu'on est bien ici. Donc voilà, c'est aussi ça que je vais porter dans les mois qui viennent. Pour terminer sur l'aspect professionnel, il y a une question un peu technique de Cécile qui dit à la campagne, est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir une couverture Internet et téléphonique partout en France pour justement ne pas forcément être agriculteur et exercer un autre métier peut-être plus tertiaire? Alors évidemment non. Aujourd'hui, l'accès à tous et toutes aux technologies est un enjeu très fort. Ça fait partie aussi des combats sur la 5G aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on développe des technologies qui sont en fait développées pour les métropoles et qui mettent de côté aussi en termes de budget les territoires périphériques, hein, puisque il y avait des gros projets. Par exemple, j'ai rencontré les syndicalistes d'Orange il n'y a pas longtemps, qui eux sont très inquiets avec avoir arrivé la 5G, parce que ça fait des années qu'ils travaillent sur le fait de pouvoir ramener une connexion partout sur le territoire, et qu'on leur dit en fait maintenant c'est plus la priorité. La priorité c'est l'évolution technologique pour les espaces denses. Donc il y a un enjeu très fort là-dessus. Après, par exemple, nous on est en zone où la connexion n'est pas très qualitative, comme vous pouvez le constater ce soir. Bon, on arrive à communiquer quand même, mais on se voit pas. Mais juste à côté d'ici, il y a à Lagacy, il y a eu un choix qui a été fait d'amener la fibre, et donc ils ont créé un pôle. Ils ont créé avec ces Guillemots, c'est les fondateurs d'Ubisoft qui viennent de Carentoire à côté d'ici là, qui ont créé un pôle technologique. Enfin, en fait, ils ont créé une sorte de tiers-lieu numérique pour accueillir des startups en zone rurale. Donc en fait, pour le coup, les gens ne vivent pas forcément dans le village, ils vivent dans les villages alentours, mais on a pourvu un service pour qu'ils puissent exercer correctement leur métier en grande proximité. Voilà, du coup, il y a des moyens qui ont été mis pour ça. Et oui, c'est pas dans tous les petits hameaux du village, mais à cet endroit-là, il y a un service suffisant pour pouvoir développer. Il y a des gens qui bossent sur du big data et ils sont là, quoi. Donc oui, c'est intéressant là-dessus de se dire que même si le maillage territorial n'est pas parfait, il y a quand même des initiatives qui sont faites pour que les services soient pourvus, pour que les professionnels puissent trouver leur place. Merci. Et juste pour finir, une dernière question sur l'aspect professionnel de Lucie qui peut peut-être rassurer pas mal de gens, c'est quelle formation as-tu suivi toi, Claire, pour tenir la ferme que tu as aujourd'hui? Eh ben, moi, en tant que tel, j'ai pas fait de grosse formation. En fait, c'est Adrien qui a suivi le Tu peux nous dire ce que BPREA c'est que quand le on a choisi de BPREA? s'installer. Alors, le BPREA, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est un peu le sésame de la transformation de vie paysanne, puisque c'est ce qu'on propose à tous les hors cadres, donc les gens qui ne s'installent pas dans le cadre familial, dont les parents ne sont pas agriculteurs, pour avoir ce qu'on appelle la capacité agricole. Il y a beaucoup de jargon dans le truc paysan. Donc, la capacité agricole, c'est le droit d'accéder à la terre, aux aides, au statut plein d'agriculteur. Et donc, le diplôme qu'il faut passer pour ça, c'est le BPREA. Ça dure 1 an. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est Adrien qui l'a suivi. Moi, aujourd'hui, je suis dans un processus de validation d'acquis par rapport à ça, puisque ça fait plusieurs années que j'ai été aidante sur la ferme pendant plusieurs années. Et donc, après, les formations, elles peuvent se faire au coup par coup. Là, très récemment, justement, dans ce processus de VAE, j'avais la nécessité d'apprendre à me servir des machines agricoles, puisque pour l'instant, c'était assez segmenté de manière genrée sur la ferme. Et quand Adrien s'est blessé il y a 2 ans, on a réalisé que c'était un point faible pour nous, le fait que je sache pas mener les outils sur le tracteur. Et donc, Agrobio 35 nous a proposé à moi et à d'autres femmes une formation non mixte sur la conduite de tracteur. Donc, voilà. Régulièrement, quand j'en ai l'opportunité, je me forme très bien. à d'autres techniques agricoles. Et donc, pour enchaîner, ça t'a rapproché de ce qu'on pourrait appeler un lien la terre que tu avais peut-être quitté à travers tes études. Ça t'a rapproché de la terre, comme dirait Pierre Rabhi. C'est essentiel aujourd'hui dans ta vie, la terre? C'est essentiel.
Mais plus que la terre, c'est le vivant, quoi. C'est-à-dire que c'est considérer ce qu'il y a autour de moi, c'est le cycle des saisons, les lunes. C'est important. Enfin, ça fait. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, pas mal de thèses écoféministes qui sont défendues aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a une forme de lutte et de résistance à entretenir ce lien à la terre et au vivant, à l'autre qui soit humain ou non humain, et que intégrer ça dans son quotidien, ça change totalement la vie. Mais c'est très difficile de mettre des mots dessus parce que c'est une sensation, c'est une émotion, c'est ténu, c'est presque spirituel, mais ça change la vie, quoi. C'est vraiment incroyable. Et surtout, on se demande comment on a supporté, comment on a réussi à vivre sans ça pendant si longtemps. Une fois qu'on est de l'autre côté, on se dit mais comment j'ai réussi à vivre sans ça, quoi. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et que ce soit dans le cadre d'un métier agricole ou simplement en ayant un autre travail, mais en pouvant être chaque jour les mains dans la terre parce qu'on a un jardin, parce qu'on s'occupe d'animaux, parce que voilà. C'est pas nécessairement par le métier de paysan, mais je pense que ce lien-là, c'est waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Tu le fais vibrer, tu le fais entendre très bien en tout cas, je trouve. On a une question de Pierre sur justement ce lien à la terre. En tout cas, moi, je fais le lien comme ça. C'est avec l'exode urbain que tu invites à mettre en place, est-ce qu'on risque pas de transformer les villages en villes et les villes en grandes villes? Comment on régule cet exode en fait? Bah, je pense que déjà, il y a quand même un enjeu fort hein, qui est l'inverse de celui-là. C'est-à-dire que moi, ce que je vois depuis les territoires ruraux, c'est quand même des villages. Alors, bien sûr, il y a la campagne, ça n'existe pas. C'est comme la ville, ça n'existe pas. Il y a des campagnes. Et que, bien sûr, que des villages en périphérie des grandes agglos, ils n'ont pas besoin d'être encore plus, de s'étaler encore plus et en fait de devenir des petites villes. Mais en fait, ce que je vois autour de moi, dans des territoires un peu plus périphériques et un peu plus malmenés, c'est un vieillissement hyper rapide de la population, c'est un dépeuplement parce que l'exode rural n'est pas terminé, parce que les jeunes continuent de partir pour aller faire leurs études et reviennent pas forcément. Et c'est des questions qui se posent avec des classes qui ferment, et une fois que l'école est fermée, bah, elle réouvrira pas, avec la disparition de services, avec la difficulté à maintenir un minimum de ce qui fait du commun, en fait. Et l'enjeu est très, très fort, et pour des tas de territoires en France. Et l'enjeu pour moi, en tout cas de l'exode urbain, c'est aussi d'offrir l'opportunité à ces territoires d'avoir un avenir simplement démographique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, le vieillissement. Quand on a des villages avec 200 habitants, ou plus de la moitié de la population a plus de 80 ans, ça laisse un délai court pour trouver une solution pour l'avenir de ce territoire. Donc, je sais pas, la Creuse, par exemple, elle a perdu 80% de ses habitants, 90% de ses habitants sur 100 ans. C'est énorme. Enfin, je veux dire, se dire que ces territoires, on pourrait les densifier tellement qu'ils deviendraient des villes, c'est un mythe total. La question, c'est plutôt la répartition entre les territoires, c'est de ne pas accentuer des territoires qui sont déjà des territoires consommés comme la côte, mais où la qualité de vie sera jamais celle que vous vivrez dans un village qui a une vraie communauté. Est-ce que ça pose pas aussi la question de l'urbanisme? Parce que quand on se promène dans la campagne normande, bretonne, en tout cas à l'ouest, comme je peux le faire, on voit que certains maires invitent les gens à venir dans leur commune en faisant de l'étalement urbain avec des lotissements à pas cher. Comment, aujourd'hui, Pascal souligne la question, les maires peuvent à la fois inviter les gens à venir dans leur commune et conjuguer ce qu'elle appelle, Pascaline, le développement durable? Oui, non, mais c'est sûr qu'il faut absolument changer cette idée que pour accueillir des nouveaux habitants, il faut construire des lotissements. Jamais de la vie, il faut faire ça. Et évidemment en plus, c'est un outil de la réussite, la rénovation du patrimoine bâti. Par exemple, en Dordogne, où il y a beaucoup d'Anglais qui sont arrivés, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur l'intégration, déjà parce que c'est des gens qui ne parlaient pas la même langue, donc on peut se dire bah, ça va être compliqué, qui avaient quand même un niveau de vie plutôt élevé et qui arrivaient dans des territoires où c'était parfois, ça pouvait être un peu un choc culturel. Et un des trucs essentiels de la qualité de l'intégration des Anglais dans ces territoires-là, c'est le fait qu'ils aient rénové le patrimoine bâti. Et qu'en fait, par leur arrivée, il y a une part de savoir-faire qui était maintenue. Et je pense que ça, c'était quelque chose d'essentiel. Donc oui, il faut absolument empêcher l'étalement. Mais en fait, c'est simple, hein, il suffit de réguler, il suffit de dire tant que vous n'avez pas, tant que vous avez plus de 15% de bâti qui est vacant,
qui nécessite d'être réhabilité, bah, vous ne pouvez pas construire en neuf. Donc d'abord, vous réhabilitez l'ancien et puis après, il fera jour. Et en général, Très bien. c'est plutôt efficient. On va enchaîner sur le lien aux gens qui t'entourent, en tout cas sur un territoire. Comment a été l'accueil des locaux à votre arrivée, pose Dominique? Mais nous, il y avait beaucoup de curiosité parce qu'on a présenté le projet dès le départ. Donc, forcément, quand on dit on va installer un café-librairie et une ferme de plantes aromatiques et médicinales bio à Six-sur-Af, les gens étaient un peu circonspects. En plus, on a fait des portes ouvertes alors qu'il n'y avait pas de porte. Les gens nous en parlent encore parce que donc, le café-librairie dans lequel je suis ce soir, c'était une étable. Donc, il n'y avait pas de porte. Il y avait une fenêtre qui était rebouchée, il y avait des auges à vaches et puis encore les 10 cm de bouse de vache colmatée au sol. Et là, quand on a accueilli les gens à cet endroit-là et qu'on leur a dit « Oh non, on va faire un café-librairie », ils se sont dit « Ces gens sont fous ». Et en même temps, à partir du moment où on avait ouvert la porte et où on a proposé ce projet et où on a ouvert une association en leur disant « On est complètement fous, mais je vous jure, on va le faire. Est-ce que vous avez envie d'en faire partie ?» Ça a quand même énormément facilité le truc, quoi. Nous, on a été hyper bien accueillis. Enfin, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, ce qu'on a dit, c'est qu'on avait envie de faire partie de cet espace. Un des gros enjeux et une des grosses peurs des accueillants, c'est est-ce que les gens ils vont venir consommer mon territoire? Typiquement, c'est la résidence secondaire, quoi. Parce que c'est joli, parce que c'est sympa, à la rigueur, ils font les courses à la boulangerie, mais ils vont conserver le même mode de vie, le même réseau social, et en fait, ils vont aussi me faire, moi, me sentir un peu mal à l'aise chez moi parce que je serais le rural pas bien jugé. Ou est-ce qu'il y a une place, est-ce qu'ils ont envie de trouver leur place dans cet espace? Et voilà. Et à partir du moment où vous signifiez, parce que oui, il faut aller vers les autres, mais enfin, ça, c'est un truc, les gens disent, ah, est-ce que je vais être bien accueilli? Mais est-ce que quand on passe de Lille à Marseille, on se dit, est-ce que les Marseillais vont bien m'accueillir? Quand on déménage d'une ville à l'autre, on ne se demande pas ça. Ça, c'est un truc qui est demandé qu'aux ruraux. Donc, en fait, non, il faut aller vers les autres. Et oui, la question qui se pose assez rapidement, c'est est-ce qu'on a envie de faire partie du commun? Et à partir du moment où on va pratiquer des activités sportives ou de loisirs ou culturelles, où on va proposer un coup de main à la fête du village, parce qu'en fait, à la campagne, il y a plein de choses pour faire du commun. Et on va filer le coup de main aux voisins, c'est réciproque, on va même demander de l'aide. Et demander de l'aide, c'est faire du lien. Donc voilà, je pense que là-dessus, c'est quelque chose d'essentiel. En fait, moi, je suis pas très inquiète. Hein. Oui, il y a des territoires qui sont plus compliqués, où il y a des tensions ruraux, néo-ruraux. On le connaît dans les Cévennes, par exemple. Après, ça dépend aussi des profils des gens qui font ce choix, quoi. Il y a des territoires où c'est compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup de marginaux qui ont fait ces choix-là. Surtout il y a une dizaine d'années dans le milieu des technivals et tout ça. Et donc, il y a eu des clashs entre les chasseurs et ces communautés-là. Mais c'est pareil, c'est des gens qui vivaient chacun dans leur bulle côte à côte. Ça reste des expériences spécifiques à certains territoires avec des sociologies spécifiques aussi. Mais franchement, la plupart du Alors temps, justement, les Cécile et Margot posent la question quoi. de la mixité sociale à la campagne, et Margot insiste en disant parfois les gens qui ont bac plus 5 ont un peu peur de se retrouver à la campagne avec des gens qui n'auraient pas le même niveau d'études ou d'éducation. Comment tu... Et pourquoi? Je sais Pourquoi pas, ils auraient moi. peur de ça? Moi, j'apprends tous les jours des gens qui sont autour de moi. Je suis pas plus 5, mais je savais pas me servir d'une tronçonneuse, quoi. Donc, en fait, le gros enjeu, c'est ce truc de l'entre-soi que la ville offre et qui est une forme de confort. C'est confortable d'être avec des gens qui ont les mêmes attentes, les mêmes habitus, qui aiment le même style musical, la même nourriture, la même culture, et qui ont le même look, qui ont les mêmes habitudes de vie, qui ont les mêmes idées politiques, qui ont les mêmes références littéraires, enfin voilà, c'est hyper confortable. C'est ça la ville. La ville, c'est l'entre-soi. Et donc, quand on va à la campagne, on se dit, je vais sortir de l'entre-soi et qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais trouver ma place? Est-ce que je vais avoir des discussions intéressantes avec des gens qui n'ont pas fait bac plus 5? C'est un énorme scoop. Oui. Et même peut-être plus intime et plus passionnante que vous auriez jamais eu dans un café en ville, dans un espace non intime, dans un espace consommé, parce que c'est ça l'essence des relations sociales en zone urbaine. Et oui, 1000 fois, j'ai appris des choses passionnantes, j'ai rencontré des gens merveilleux et des gens très loin de moi.
Je fréquente des chasseurs, des gens qui ont voté 100 fois dans leur vie Front National, des gens qui aiment les grosses voitures ou les gros tracteurs, qui n'ont jamais lu, qui quand ils rentrent chez moi, dans ma maison, disent « Oh, t'as lu tous ces livres, il y en a beaucoup !» Puis après, ils voient la librairie, ils font carrément une attaque cardiaque. Oui, oui, en fait. Essentiellement, les relations sociales en zone rurale sont dans l'altérité. Et c'est ça qui est ultra précieux. C'est même d'ailleurs ce que je trouve. Enfin, c'est pas pour ça que je suis partie à la campagne. Je me suis pas dit, oh, je vais avoir des relations sociales différentes dans un cadre non marchand. Je me suis dit, bon, je vais vivre à la campagne, je vais construire une ferme avec mon amoureux et on va être heureux. Mais la réalité, c'est que, en fait, il y a quelque chose de différent dans la nature, dans la manière dont on construit le lien. Et vraiment, je pense qu'un des trucs essentiels pour ça, c'est le fait qu'on puisse avoir des relations sociales dans un cadre non marchand. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on est dans une grande ville, en fait, c'est quand même compliqué de s'inviter les uns chez les autres. On a des petits appartements, les voisins sont relous, etc. Donc, en fait, très souvent, on va se voir au cinéma, au théâtre, dans un café, dans un resto. Et en fait, ça fait vite le tri. Et je vois, en ville, il y a de la mixité. Oui, il y a de la mixité, il y a plein de gens différents. Mais quel pourcentage de ces gens différents vous fréquentez réellement ? Quelle est la place pour l'intergénérationnel? Quelle est la place pour des gens qui n'ont pas les mêmes idées politiques que vous? Quelle est la place pour les gens qui ne sont pas dans les mêmes attentes spirituelles, religieuses, etc. Souvent, c'est très faible, en fait. Et du coup, un des atouts, pour moi, essentiels de la campagne, c'est cette qualité des relations sociales. Vraiment, l'intimité, la place de l'intimité. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que quand on s'entraide, quand on fait ensemble, c'est une autre manière de créer des liens aussi. Ici, Christophe, qui est l'ancien propriétaire de la ferme, et qui est du coup notre parrain en ruralité, quoi. Quand il dit, moi je sais pas parler pendant 3 heures, je sais pas parler pendant 3 heures avec des copains de pourquoi on est copains, hein, c'est quand on fait des trucs ensemble. Ben voilà, c'est tout. Et en fait, c'est un truc, c'est comme ça. Et les jours passent où on fait tellement plus de choses ensemble, où il y a tellement de choses qui se passent. Et puis, on connaît toutes nos vies, on s'entraide. Quand il y a des coups durs, on est là. Et on sait que des fois, quand les gens disent je peux venir te filer la main, ça veut pas dire il faut trouver un truc à leur faire faire. C'est qu'ils ont besoin de parler, c'est qu'ils ont besoin d'être accueillis. Et c'est ça notre rôle, en fait. Mais ça change fondamentalement ça change fondamentalement la manière d'être les uns vis-à-vis des autres et d'accueillir la différence. Et alors se pose quand même la C'est question pour les hyper gens qui nous écoutent, quand on a des enfants, alors vous avez eu les enfants après, si j'ai bien compris, mais quand on a déjà des enfants, comment ça se passe pour les enfants? Qu'est-ce que tu invites à faire ou à ne pas faire ou... Bon, alors les enfants, ils ont une capacité d'adaptation phénoménale, hein, donc je crois que franchement, s'inquiéter pour ses enfants, ça peut être légitime, évidemment, quand ils ont des copains quelque part. Mais en l'occurrence, à côté de chez nous, il y a une famille qui vient de s'installer il y a 1 an, les Jacquins, qui sont devenus des copains. Ils avaient 4 enfants, ils en ont eu une 5e entre deux. Ils ont que des filles, et l'aîné a 12 ans, et après, voilà, ça décroît 12, une dizaine, 6, 7, 5, voilà. Et du coup, moi, j'avais beaucoup d'a priori justement là-dessus, en me disant waouh, ça doit pas être facile. Et c'est les filles qui leur ont dit mais non, mais ça va être bien, on va changer de vie, ça va être super, on y va. Un des trucs que j'ai pu percevoir de ce qu'elles me disent de ça, les filles, c'est la liberté qu'elles ont à la campagne qu'elles n'avaient pas en ville. C'est-à-dire ce truc de pouvoir prendre le vélo, partir avec les copines qui sont à 2-3 hameaux, pouvoir être libre, qu'elles auraient jamais, jamais, jamais eu en ville, quoi. Et que cette liberté-là, pour elles, ça n'a pas de prix, et qu'au début, peut-être, ça raloutait un peu, parce qu'ils étaient en ville avant, sur le cinéma ou les trucs comme ça, mais enfin, ils ont trouvé, ils se font des soirées vidéo à la maison, et puis voilà. Mais cette liberté-là, c'est un truc qu'elles ont. Alors tu viens de le dire, cinéma, vélo, il y a une apprécié. question, et je ne trouve plus la personne qui a posé la question, sur les loisirs. Quels sont les loisirs qu'on peut exercer à la campagne? Il y en a plein. Enfin, je veux dire, ici, il y a des clubs de danse, de sport, de théâtre. Il y a un club de théâtre dans chaque village. D'ailleurs, c'est très marrant parce que c'est pas des clubs de théâtre avec les enfants et les adultes séparés. C'est tout le monde joue la pièce ensemble.
Il y a plein je sais pas, et nous, en plus, on a tout le truc de la culture bretonne. Alors, on a le groupement culturel qui fait l'accordéon, le biniou, le chantrade, les danses, tout ça. Et je pense que dans toutes les régions, chacun a sa spécificité. Il y a des espaces pour les musiques actuelles. En fait, c'est assez bien desservi. Les médiathèques aussi proposent pas mal d'activités. Il y a du yoga, honnêtement, il y a pléthore de choix. C'est juste un peu différent. C'est pas tout à fait la même manière de consommer. C'est quand même assez rare. Enfin, en tout cas, je vois pas autour de moi, comme je le vois en ville, des parents qui proposent à des enfants 2, 3, 4 activités périscolaires par semaine. C'est plutôt une, quoi. Et par contre, il y a beaucoup de temps libre, beaucoup de temps à l'extérieur, beaucoup de temps ensemble. C'est un peu différent quand même la manière de vivre ce temps. D'accord. À l'image du temps lectorat de périscolaire, Kaizen, on a un public ce soir très féminin et on a Maria qui nous dit comment faire quand on est une seule femme célibataire pour faire cet exode urbain. Et ben, c'est le gros enjeu, mais une femme seule ou un homme seul, hein, c'est un gros enjeu, être seul pour faire ce pas. Et je pense que c'est aussi l'idée du collectif dont on parlait tout à l'heure qui peut résoudre cette question-là. À la fois la possibilité de rejoindre des collectifs existants dans des territoires, sur des éco-villages, sur des écolieux qui sont plutôt essentiellement construits quand même parfois par des gens en couple ou en famille, mais c'est souvent des gens seuls qui s'engagent dans ce truc-là parce que ça demande du temps, de l'énergie, et puis de la disponibilité aux autres qu'on n'a peut-être pas tout à fait quand on a plein d'enfants en bas âge. Voilà, il y a quand même. Et puis après, sinon, il y a la possibilité de créer des collectifs en ville, collectifs au départ, si c'est pas collectif à l'arrivée, si on a peur de partir seul. Mais après, franchement, c'est comme partout ailleurs. Hein. Il y a plein d'espaces de socialisation, il y a des cafés, il y a des activités autour du quotidien. Évidemment, il y aura le boulot. Donc, en fait, on n'est pas seul très longtemps. Hein. Même si, d'ailleurs, les gens qui partent en couple ont aussi peur d'être seuls en couple, de se retrouver en tête à tête, alors qu'avant, ils avaient chacun une vie quasiment côte à côte dans des espaces avec beaucoup de travail, de trucs autour, etc. Et donc, si on se retrouve tous les deux à la maison 24 heures sur 24, ça va pas bien se passer. C'est pas qu'une inquiétude de célibataire. Donc, nous sommes en pleine crise sanitaire et donc il y a Pierre et Cécile qui posent la question quant aux déserts médicaux et notamment Cécile qui dit comment ça se passe sur le suivi médical avec la médecine générale notamment et les spécialistes. Comment ça se passe, toi, de ton point de vue en Bretagne et de manière générale, à travers le livre que tu as écrit? Est-ce que tu as des témoignages par rapport à cette crainte? Alors évidemment, ça dépend vachement des espaces. Nous, en Bretagne, on n'est pas encore trop concernés. Et oui et non, c'est-à-dire que on va se déplacer un peu plus, mais on a quand même. Enfin voilà, moi j'ai un super médecin naturopathe. Alors il est à un quart d'heure de chez moi, c'est un peu plus loin, mais enfin, je vais pas tous les matins non plus. Après, sur le suivi des spécialistes, là c'est différent et ça dépend vraiment des territoires. Il y en a où c'est encore maintenu et d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, après, la question du désert médical, c'est un enjeu national. Hein. Enfin, je veux dire, à la fois le fait qu'en ville, il y ait pléthore d'offres, mais qu'il y ait très peu de gens dans le secteur 2, qu'il y ait beaucoup trop de gens dans le secteur 2, enfin, qu'il y ait beaucoup de gens ou, par exemple, je sais pas, j'ai des copines qui vivent à Paris, pour avoir un rendez-vous chez les gynécos, il faut soit payer 90 €, soit attendre 1 an et demi, quoi. Donc finalement, je me sens pas tant dans un désert médical que ça quand il faut que moi j'attende 2 mois. Bon. Oui, c'est un enjeu, mais enfin voilà, je pense que c'est un enjeu qui, pareil, doit absolument. D'ailleurs, c'est pas mal, ça revient pas mal dans le débat public aujourd'hui sur la liberté d'installation et tout. Après, on voit arriver des nouveaux profils de médecins aujourd'hui, avec beaucoup plus de femmes qui s'engagent dans les territoires, plutôt dans des cadres de maisons de santé, qui sont plus les médecins, qui vivent plus la médecine de la même manière qu'il y a 30 ans, c'est-à-dire c'est pas le médecin seul qui gère toute la patientèle du secteur, qui fait des horaires de dingo, qui a pas de week-end et tout ça, mais qui sont plutôt sur des schémas d'entraide avec des répartitions de garde et tout ça, et où on a plus un pool médical qu'un médecin attitré. Et je trouve qu'il y a des espaces comme ça qui sont assez intéressants, qui sont en train de naître, avec aussi de la complémentarité avec d'autres formes de péri alternative, complémentaire. Enfin, de médecine, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ouais, c'est pas tout à fait ça, mais c'est-à-dire qu'on a le médecin, mais on va aussi avoir la diététicienne, le kiné, des professions de santé, quoi, qui arrivent en complément dans la notion de soins, dans ces espaces-là, dans ces maisons médicales qui sont
La maison médicale, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Enfin, je veux dire, les villages les gèrent les professionnels de soins l'investissent comme ils le veulent dans les villages. Et je vois quand même évoluer les lignes là-dessus et je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que justement, c'est aussi des acteurs de la néo-ruralité et des actrices qui se saisissent de ça. Et voilà, et je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce qui pourrait arriver dans les années qui viennent là-dessus. Mais c'est un enjeu très fort là-dessus. Mais enfin, je pense que la Seine-Saint-Denis est dans la même difficulté que la Creuse là-dessus. Hein. C'est pas forcément spécifique D'accord. à des territoires On ruraux. arrive à 1 heure d'entretien, on va bientôt se diriger vers la fin. Il y a quand même une question essentielle et tu l'évoques très bien dans ton livre, c'est la question du revenu. Tu es devenu frigane en arrivant à Sixte. Donc, comment tu as vécu cette baisse de revenus, cette division de salaire comment ça se vit déjà intimement et qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont cette peur ancrée malgré tout assez profondément? Je pense qu'il y a une part du rapport à l'argent, pour l'avoir vu avec d'autres gens, qui appartient à certaines personnes et c'est pas dépassable. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est pas dépassable. Ça fait partie des trucs un peu tabous de la vie pour certaines personnes et c'est compliqué. Donc, ces personnes-là, je leur dirais que c'est pas l'exode urbain, c'est la psychanalyse qui peut gérer ce genre de trucs. Pour ceux qui sont pas dans ce rapport-là de terreur à l'idée de pas avoir assez, de voilà. Tu peux juste pour expliquer aux gens qui n'ont pas lu ton livre, par quelle Euh, étape tu es passé, et tu le dis très bien dans ton livre, par combien vous avez vécu à 2 par mois pendant quelques mois en fait. En fait, pendant plusieurs années, même pendant 3 ans, on a fait le choix du grand plongeon, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de la décroissance totale, d'aller chercher nos limites là-dessus, de voir avec combien on pourrait survivre, quel était le curseur de ce qui était vraiment notre besoin et de ce qui était nos envies. Moi, Adrien vivait en squat avant, donc il est arrivé sur la ferme avec un sac à dos, alors que moi, j'avais une vie dans mes bagages et que j'étais rien, et que voilà. Il est arrivé sans, sans inquiétude par rapport à ça. Enfin, lui, il avait déjà lâché beaucoup de choses, alors que moi, j'arrivais avec un ancien salaire de cadre, une vie plan-plan, enfin plan-plan, pas forcément tout le temps plan-plan, mais en tout cas assez classique. Et donc moi, c'est vrai que j'ai fait le grand plongeon. À l'époque, on était avec une bande de copains et on a fait ce choix d'aller chercher l'autonomie au maximum. On était frigane, donc il y avait quand même des mouvements assez forts de lutte contre le gaspillage alimentaire à l'époque. Et on s'était mis dans cette logique-là. Donc, être frigane, ça veut dire faire les poubelles pour manger, voilà, en pratique. Donc, c'est pas anecdotique, hein, quand on va chercher ce truc-là, c'est quand même un truc un peu particulier. Donc, pendant 3 ans, je veux dire que 80% de notre alimentation, c'était soit ce qu'on chopait en récup, soit ce qu'on autoproduisait. Donc après, on était jeunes, on n'avait pas d'enfants, on avait envie de ça. Honnêtement, j'y ai pris un plaisir sans limite toutes les semaines à faire le tri, à organiser, à faire toute la transfo derrière, parce qu'évidemment, quand on récupère des produits qui sont presque périmés ou périmés, il faut les transformer vite, donc ça demande une grosse ingénierie, beaucoup de travail et tout ça. Mais on s'est débrouillé comme ça les 3 premières années, qui étaient les années de préfiguration du projet, en fait, puisqu'on s'est installé qu'en année 2. Après notre arrivée. Donc, on est arrivé en 2011 et on s'est installé en agricole fin 2013 officiellement. Et donc, pendant cette période de transition, ça nous a permis de poser les bases de jusqu'où on était prêt à aller. Après, évidemment, c'était pas souhaitable qu'on passe notre vie entière comme ça. Déjà parce qu'en termes de valeur, ça correspondait pas à ce qu'on voulait. C'est-à-dire typiquement, faire la récup. À un moment, on se dit bon, c'est cool parce qu'en même temps, c'est de la folie. Toutes les denrées qui sont jetées, il y a vraiment la nécessité de trouver un second cycle et de ramener ça et de partager parce que souvent, quand on fait la récup, on récupère beaucoup plus que ce qu'on a besoin, donc on partage, on a des animaux, enfin voilà. Et en fait, à un moment aussi, c'est voir le délire de la société de consommation au quotidien, des centaines de kilos chaque semaine de produits totalement consommables qui sont jetés et de se dire que ça rend un peu ça rend en colère, quoi. Et puis surtout, on était devenus agriculteurs bio et le fait de ne pas manger bio, ça nous convenait pas. Et de plus en plus, on a privilégié l'autonomie et l'entraide paysanne plutôt pour tirer notre alimentation de produits locaux, de voisins, de copains et de ce qu'on était capable de produire nous-mêmes. Donc voilà, ça a été l'étape intermédiaire. Et puis après, quand notre fille est arrivée, oui, on a
on a aussi, comme tous les jeunes parents, eu la nécessité d'avoir un peu plus de revenus parce que ça implique des coûts qu'on n'a pas quand on est que 2 adultes. Mais voilà, après, c'est des choix. Et puis après, la question, c'était, on voulait vivre dignement de notre travail. Donc aussi, la question de pouvoir tirer un revenu de notre travail après plusieurs Et années aujourd'hui, vous y d'activité, arrivez à c'était un tirer un truc de revenu fierté vis-à-vis de de nous-mêmes, quoi. votre travail? Alors aujourd'hui, je ne cache pas qu'après 2 confinements, alors qu'on travaille avec 80% de restaurateurs dans notre chiffre d'affaires dépend du monde de la gastronomie, donc voilà. Et le café-librairie a été fermé 7 mois cette année, donc bon, voilà, on va sûrement, enfin, on revoit notre revenu à la baisse pour cette année. Mais on a anticipé parce que dès le premier confinement, on a remis un coup de curseur sur l'autonomie alimentaire. Ça reste précaire en fait, ça reste. On a des modèles qui sont fragiles là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, on vit avec un SMIC pour deux et c'est très peu en fait, mais c'est aussi des choix, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un revenu supplémentaire plus important si on consacrait plus de temps à notre travail, au commercial par exemple, et que j'étais moins à la maison. Et on a une petite fille et on a fait le choix de privilégier la qualité de vie et le temps pour elle par rapport au niveau de revenu. Ça, c'est des curseurs que chacun met. Moi, je dis pas qu'il faut vivre avec 1500 balles à deux. Chacun est capable chacun doit dire ce qu'il peut ou veut faire là-dessus. Mais il y a en tout cas, il y a plein de choses à déconstruire réellement sur où sont nos besoins, où sont nos contraintes. Je pense que, voilà, pour le coup, peut-être que passer par une ZAD pendant 1 an, c'est un peu trop radical pour se poser la question. Mais en tout cas, l'expérimentation à fond à un moment, c'est une idée intéressante. C'est un peu comme les formats défis zéro déchet, défi réduction d'énergie, défi, voilà. C'est 1 an de défi vie simple. Jusqu'où je suis prêt à aller, puis après, voilà, on voit que les gens ils font défi zéro déchet 2 ans, puis après ils s'achètent quand même un paquet de gâteaux à la fin. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir été au bout du truc et d'avoir Et justement, tu expérimenté et d'avoir expliques très bien vu ce cette que ça nous phase de apportait. transition. Et il y a Omar qui a une question pertinente. Quelles ont été les plus grandes expériences que tu as rencontrées ou le plus grand défi, et mais ce mot défi, durant les 2 premières années qui auraient pu te faire marche arrière et comment tu les as dépassées? Ah, mais moi, j'aurais jamais fait marche arrière les 2 premières années, jamais de la vie. De toute façon, les premières années, c'est les meilleures. Déjà, les difficultés qu'on rencontre au début, moi, j'aime bien utiliser la métaphore du vélo. Quand un enfant apprend à faire du vélo, si vous avez des enfants ou s'il y avait des amis qui ont des enfants et que vous avez vu ça, il faut voir ça de ses yeux. Comment un enfant va apprendre, la soif d'apprentissage, l'énergie qu'il va déployer, la capacité à se relever alors que quand il se met le doigt de pied dans la table, pendant 1 heure, ça va chouiner. Là, il tombe, il se scrooche la tête la première. Non, il se relève, il y retourne, il recommence. Alors, pas sans chercher, évidemment, derrière un peu de soutien, un peu d'assentiment, un peu de vas-y, tu vas y arriver, mais il y a cette énergie à dépasser les difficultés, y compris des coups très, très durs. Et puis, il y a la satisfaction et l'immense fierté d'avoir réussi le truc derrière. Et ça, je pense que les premières années d'un changement de vie ou d'un projet, on est dans cette logique d'apprentissage qu'on a perdue depuis l'enfance, en fait. Parce que apprendre une formation Excel, c'est pas ça, c'est pas ce niveau d'expérience, quoi. Et que du coup, quand on va vivre ça, quand on va chercher ça, finalement, les difficultés, elles font partie du processus, quoi. On va se frotter à soi-même, on va se frotter à ses limites, on va se frotter à ses incompétences, on va chercher à apprendre, à comprendre, on va rater. On se donne le droit de rater, on se donne le droit d'apprendre par l'expérience. Et ça, c'est un truc, en fait, c'est extraordinaire. Et moi, je le dis à tous les porteurs de projets, parce que oui, on pleure, comme les enfants, quand ils tombent par terre, ils ont du sang partout sur les genoux, ils pleurent. Mais ça ne les empêche pas de retourner sur le vélo parce qu'ils ont envie. Et oui, il y a des moments difficiles, mais moi, je le dis à tous les porteurs de projets, vous vivez les meilleures années de votre vie, quoi. Cette énergie-là, ce désir d'avancer, cette sensation d'avoir l'impression de reprendre sa vie en main, c'est la définition de l'empowerment, quoi. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que les 2 premières années, c'est plutôt au bout de 7-8 ans, quand il y a des vrais coups durs, qu'on a pu se dire, waouh, là, c'est vraiment difficile. Parce que
la peur qui survient quand on a des gros défis au bout de plusieurs années, c'est de se dire, est-ce que je vais pas perdre toute l'énergie que j'ai mis dans ce projet-là? Parce que nous, c'était un gros défi avec la blessure d'Adrien et du coup, sa reconnaissance en travailleur handicapé, comment adapter son travail au handicap et tout ça. Mais en même temps, ça a donné la valeur des choses, quoi. Et puis surtout, on s'est dit, on a été capable de faire tout ça, on va être capable de dépasser cette étape-là. Et à ce moment-là, on a trouvé le collectif, on a trouvé l'énergie des gens qui nous avaient accompagnés depuis le départ, qu'on avait finalement moins sollicités dans ces années où on commençait à se débrouiller, où ils nous avaient un peu laissé voler de nos propres ailes et ils se disaient « Ah bah c'est bien, ils ont réussi, tout va bien ». Quand on a eu un coup dur, bim, tout le monde a fait bloc derrière et ça nous a vachement aidé à nous relever, quoi. Donc c'est aussi... Enfin voilà, en tout cas, nous, dans notre expérience, à aucun moment on s'est dit... Mais justement, tu on l'as dit n'aurait tout pas à l'heure, dû, vous ou étiez on va jeunes faire tous les demi-tour. deux et il y a peut-être des gens un peu plus âgés qui nous écoutent. Est-ce qu'il est nécessaire de prévoir un parachute pour éviter de se patater, comme dit MP? Alors, je sais pas si c'est Marie-Pierre ou Marie-Paul, et prendre un peu de garantie dans cet exode urbain. Bah, et en fait, de toute façon, un parachute, enfin, je veux dire, faut arrêter. On va pas vivre, on saute pas dans on saute dans le vide. Je dis ça, on fait de grands sauts, mais enfin, je veux dire, on risque pas sa peau, hein. Si jamais on rate quoi, bah, on rechange de boulot, on déménage. Je veux dire, il n'y a pas de drame. Il s'agit quand même que de partir peut-être à 2-3 heures de la vie qu'on avait avant. Donc en termes, c'est une grande aventure, mais il faut relativiser la prise de risque que ça représente. Il y a forcément des gens qui ratent. Il y a des couples qui n'y survivent pas. Il y a des gens qui n'aiment pas leur nouvelle vie, leur nouveau boulot. Il y a des enfants qui sont pas contents. Je veux dire, c'est la vie, quoi. La vie, ça marche pas à tous les coups. Mais en même temps, et puis parfois, ça va être le révélateur aussi d'autres choses difficiles, ou parfois, il y a aussi des facteurs exogènes qu'on n'avait pas prévus, la dépendance d'un proche ou un truc comme ça qui fait que bah, on avait envie de vivre sa vie pour soi et puis finalement, on n'y arrivera pas. Mais bon, quand même, globalement... Une garantie, je sais pas, je financière, sais pas ce qu'on appelle un parachute, professionnelle. moi. Oui. Bah, de toute façon, c'est bien de pas tout claquer. Enfin, je veux dire, de se laisser un peu de pognon de côté et de voilà. Mais ça aussi, c'est un enjeu très fort parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, bah, je vais vendre mon appart à Paris, je vais avoir plein de sous, je vais m'acheter une grande baraque. Ah non, surtout pas. Ne faites surtout pas ça. La première chose à interroger, c'est quel est mon besoin et pas quels sont mes moyens. Parce que si on reste dans quels sont mes moyens, eh ben on va vite se retrouver dans une situation où on va être coincé après pour la diminution du niveau de vie. Parce qu'il va falloir maintenir un niveau de revenu qui correspond aussi à l'entretien de cette grande maison, à l'entretien du mode de vie qu'on veut qui va avec, etc. Je pense que un des trucs essentiels avant de partir, c'est de se poser la question de ses besoins. Quels sont mes besoins? Et si on trouve que 40 mètres carrés, c'est trop petit en ville, eh ben, y a des gens en taille qui quittent 40 mètres carrés en ville pour 25 mètres carrés de tiny et qui sont fin heureux. Parce qu'en fait, la question, c'était pas la question de l'espace de leur maison. C'était, en fait, dans une tiny, on passe une grande partie de sa vie à l'extérieur et la maison ne devient qu'un espace de service. Mais par ailleurs, on est heureux à l'extérieur. Quand on est mal à l'extérieur et qu'on a besoin d'un refuge et que ce refuge ne correspond pas à ses besoins, oui, là, on va se retrouver dans une situation difficile. Et ça, c'est difficile quand on est en ville, dans un niveau de contrainte très important, de réussir à trouver l'espace pour se dire, OK, quels sont vraiment mes besoins? Quel est vraiment ce qui m'est nécessaire pour me sentir bien? Ça peut être de l'espace, hein. On est artiste, on a besoin d'un atelier, on fait de la musique, on a besoin d'un endroit pour pouvoir faire du bruit sans gêner les autres et pour pouvoir créer. Ça, c'est des questions qui peuvent se poser réellement. Mais je pense que malgré tout, il y a cette question du besoin à poser avant de partir pour limiter la prise de risque. Parce qu'en fait, très souvent, il suffit de bien moins que ce qu'on espérait, que ce qu'on comptait. Et puis, c'est aussi moins d'emmerde après. Hein. Je Parce vais que la grande poser les maison, deux il faut la dernières chauffer, questions. L'une de l'entretenir. Jean-Philippe, c'est voilà. est-ce que tu as des outils à apporter aux gens qui voudraient quitter la ville pour s'installer en milieu rural? Comment accompagner les gens qui sont dans cette démarche? Ils peuvent lire mon livre déjà. Et puis, non, je pense qu'il y a quand même des associations qui peuvent vous accompagner. À la fois, il y a des structures qui peuvent accompagner le virage professionnel. Il y a des structures d'accueil comme les CIVAM
où voilà, les MRJC, enfin, il y a des réseaux ruraux assez dynamiques avec lesquels on peut prendre contact pour justement pour des processus d'accueil à l'exode urbain. Il y a des gens qui commencent à lancer des choses autour de ce truc-là. Et puis surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire aller à la rencontre du territoire, aller à la rencontre des gens, trouver quelques premières personnes et en point d'ancrage. Et puis ces personnes-là, ce sera des personnes relais. Nous, on joue ce rôle-là beaucoup. Hein. Il y a plein de gens qui viennent, parce que ici c'est ouvert et on vient boire un café, qui viennent nous demander comment ça se passe, où est-ce qu'il y a telle ressource, tel artisan, est-ce qu'il y a d'autres gens comme eux qui ne seraient pas loin pour créer des liens. Et en fait, finalement, nous, on joue les intermédiaires. Très bien. Et j'ai une dernière question de Bruno que je trouve processus-là. excellente, car elle m'habite depuis des années. C'est: il faut sans doute sortir de la démarche du colibri devant l'urgence économique et climatique qui nous occupe, dans une réflexion beaucoup plus générale et globale qu'une démarche juste personnelle qui va vite trouver ses limites. Ah bah oui, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que l'exode urbain, c'est à la fois la rencontre d'un choix intime et celui d'un choix de société. Et donc, effectivement, il y a une notion d'engagement. Et cette notion d'engagement, elle interroge un peu fort la question du confort personnel et oui, elle place les curseurs au-delà parce qu'effectivement, on est capable de dépasser un peu ses limites, de sortir un peu de sa zone de confort, d'être un peu moins centré sur ses besoins intimes parce qu'on a l'impression aussi de participer à une œuvre collective. Avant de te laisser le mot de la fin, je vais redonner vite fait la parole à Marie, puisqu'elle a gentiment tenu ce chat brillamment en me passant les questions, et elle a posé quelques sondages. Claire, si ça coupe, tu ne nous quittes pas. Il y a Marie qui prend la parole pendant quelques instants. Vas-y, Marie. Alors, merci beaucoup à toutes et tous déjà pour la qualité de vos questions. La plupart ont trouvé réponse. Et donc, nous avons posé 3 questions par sondage. Alors, êtes-vous urbain ou rural, urbaine ou ruraleux? Nous avons 39% de personnes qui vivent en ville, 17% qui vivent à la campagne et 44% qui sont entre les deux. Changer de travail, vous y pensez? Pour 24% d'entre vous, la transition est en cours. Pour 36%, c'est un projet. Donc, on a quand même déjà 60% de personnes qui sont dans une forme de transition avancée ou un petit peu moins avancée. 16% ne savent pas trop. 14% sont bien dans leur activité. Et pour 10%, il n'y a pas d'activité professionnelle en ce moment. Et enfin, pour les candidats et candidates à l'exode urbain, combien de temps vous donnez-vous pour quitter la ville? Alors, pour 9%, c'est dès la fin du confinement, j'en peux plus. 34% dans 1 an maximum. 38% dans 3 ans maximum, donc les villes vont vraiment se vider là. 17% dans les 10 ans à venir. Et enfin, seulement 2% qui n'envisagent de faire cette transition qu'à la retraite. Merci Marie, merci à vous toutes d'avoir posé ces questions. On va laisser le mot de la fin à Claire. Claire, est-ce que tu veux conclure cette soirée par un mot d'encouragement, même si je trouve que ta voix, même si on ne t'a pas vu, invitait vraiment à faire cet exode en fait? Oui, mais je pense qu'on a tous, ceux qui ont cet appétit, qui ont cette énergie au fond d'eux, ils ont aussi vocation à peut-être trouver dans une dimension plus collective la force d'avancer, quoi. Donc c'est important d'échanger, c'est important de trouver d'autres personnes qui sont dans les mêmes logiques, même si c'est pas pour partir nécessairement ensemble, mais pour se donner de la force, parce que c'est pour moi aussi l'idée de porter ce message, c'est de dire c'est possible, d'autres l'ont fait. Vous allez rejoindre un mouvement qui est un mouvement de société à la fois sans doute nécessaire à ce que vous puissiez vivre bien, vous sentir bien, avoir une qualité de vie au quotidien, mais aussi qui est nécessaire pour l'avenir en fait, parce qu'on ne peut pas continuer à consommer et produire de manière infinie dans un monde avec des ressources finies, et qu'on a une responsabilité par rapport à ça, et que effectivement, en tout cas moi je propose une solution par rapport à ça. J'ai bien conscience que tous les urbains ne partiront pas, mais j'aimerais déjà que toutes celles et ceux qui ont envie de partir, qui ont envie de construire une autre histoire à la campagne, puissent le faire, puissent se sentir assez forts pour le faire et fortes. Et voilà, en tout cas, je souhaite à toutes celles et tous ceux qui vont se lancer de réussir et de trouver des parrains, des marraines, des gens pour les accompagner dans ce processus, parce que je pense que c'est essentiel, et de pouvoir partager très bientôt leurs expériences dans la communauté Kaizen, sans doute.
Merci. Merci beaucoup Claire de nous avoir offert de ton temps qui en ce moment est précieux. Et merci à vous d'être restés malgré le fait qu'on ne voie pas le joli visage de Claire, puisque vous étiez malgré tout plus de 500 en moyenne à écouter Claire. Je vous souhaite une bonne soirée et puis surtout portez-vous bien en ces moments un peu compliqués. À bientôt. Au revoir.